Et nous alors ? Et nous alors ? Eh oui, Et nous alors, c'est un podcast sur des sujets sous-cotés dont on entend peu parler. Des thèmes qui ont leur place dans la lumière et des témoignages de personnes voulant faire entendre leur voix. L'occasion de déconstruire certaines idées reçues et casser quelques tabous. Avis aux curieux, tendez l'oreille. Tic, tac, tic, tac. Comment tu gères l'horloge biologique, toi ? On nous dit, ne fais pas attention, tu en auras. Ça arrivera quand tu ne t'y attendras pas. Alors, oui, j'ai le même discours parce que les personnes qui nous entourent et nous aiment sont bienveillantes et nous souhaitent le meilleur. Mais concrètement, on a une pression sociétale et émotionnelle. On doit apprendre à accepter l'éventualité que non, ça ne finira peut-être pas comme dans les contes de fées. Pour me donner un peu de répit et reporter l'échéance, pourquoi pas tenter la congélation d'ovocytes ? Sans compter la grande surprise d'apprendre qu'en France, c'est une procédure remboursée à 100% par la sécurité sociale. On vous en dit plus dans cet épisode avec mon invité Marion qui a également tenté l'aventure. Salut Marion! Salut Kadou! Je suis très très contente de te recevoir aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est le sujet qui m'a poussée à créer le podcast parce que je me suis retrouvée à pas comprendre ce qui m'arrive. Et je me suis dit, oui, il faut que je partage cette expérience. Et j'ai trouvé ça dingue que quand j'ai commencé à avoir l'idée de faire la procédure de conservation d'ovocytes, je t'en parle et là, tu me dis, moi, je suis en plein dedans. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va pouvoir en discuter et un peu comparer nos expériences. Oui, tout à fait. Allons-y pour parler de nos expériences. Merci. Est-ce que tu peux peut-être commencer par me dire quand et comment tu as entendu parler de la procédure de conservation d'ovocytes ? Alors, moi, mon contexte est un peu particulier dans le sens où je suis infirmière déjà. Donc, du coup, j'étais infirmière libérale et j'ai du coup des patientes qui avaient eu besoin, recours à des infirmières libéraux pour faire les soins suite à leur PMA. Et autour de moi, ainsi que dans le milieu, j'ai des personnes qui ont aussi des problèmes avec la conception, qui n'arrivent pas à avoir des enfants et du coup qui ont besoin aussi d'injections pour pouvoir faire la procréation. Et du coup, c'est vrai que tout ce système, je le connaissais déjà, donc ça m'est arrivé dessus parce que c'est dans mon milieu, donc c'est quelque chose que je connaissais. Et dès lors où c'est devenu, on va dire, légal en France, où on a commencé à les faire, des copines à moi m'en ont parlé, parce que j'ai des copines médecins également, donc d'autres infirmières. Et du coup, on m'en parlait, jusqu'à ce qu'on me dise qu'à partir de 36 ans, par contre, ça commençait on pouvait plus forcément le faire. Donc, il va falloir se mettre à toi, peut-être, essayer aussi de le faire. Donc, par rapport à ça, je me suis lancée, moi, également dans la PMA. Ah oui, parce que moi, effectivement, c'est rien à voir vu que je connais rien à ce domaine-là. Pour moi, la PMA, c'était la procréation médicalement assistée. C'était pour les personnes stériles ou qui avaient des difficultés à concevoir des enfants qui passaient par là. J'avais jamais envisagé le fait de conserver ces ovocytes parce que, effectivement, il va arriver un moment donné où on pourrait les réutiliser. Et alors, j'ai su que ça existait parce que j'ai une amie qui est passée par la PMA qui m'a dit de me questionner peut-être sur ma réserve ovarienne. Là, je découvre un mot genre réserve quoi ? et je réalise qu'en fait, à partir de 30 ans, souvent, la réserve ovarienne est en chute libre. Et personne ne m'a jamais informée de ça. Et je trouve ça dingue d'arriver à 35 ans et de l'apprendre à ce moment-là et de se dire, mince, alors peut-être qu'en fait, l'horloge tourne et peut-être que si j'ai l'occasion, c'est maintenant qu'il faut que je pense à les congeler. Donc voilà, il y a eu plein de chamboulements au moment où j'ai appris que cette procédure existait. D'ailleurs, à ce moment-là, quand tu t'es mis en tête que tu allais le faire, tu avais quel âge et c'était quoi ta situation familiale à ce moment-là ? Alors, moi, il y a déjà quelques années que j'y pensais, mais étant en couple, je voulais que les choses se fassent naturellement déjà avec mes partenaires et pas forcément d'aller congeler mes ovocytes. Bon, après, mes relations, du coup, n'ont pas abouti. Je me suis séparée une première fois, une deuxième fois. Et puis, bref, je suis arrivée, du coup, sur mes 35 ans, seule, sans enfant, à me dire, je suis pile dans la tranche. Les 36 ans arrivent dans quelques mois. Là, je vais m'activer pour le faire. Et puis, même si demain, je rencontre quelqu'un, au final,
je rencontre quelqu'un avec qui ça se passe bien et que j'arrive à avoir des enfants, tant mieux, j'aurai quand même ces ovocytes de côté. Moi, j'ai tellement de personnes autour de moi qui n'ont pas les facilités d'avoir des enfants et qui, malheureusement, doivent faire des dons d'ovocytes, appel à des dons d'ovocytes. Au moins, ça pourra profiter à des gens très bien qui pourront avoir aussi des enfants. Donc, je suis partie dans cette expérience en me disant ça, en fait. Je peux les utiliser pour moi si demain, je reste seule et que j'ai envie d'avoir un enfant, je ne vois pas ma vie sans enfant. Ou alors, demain, ça pourra profiter aussi à quelqu'un d'autre. Donc, le mois de juin, je pense que j'avais rendez-vous avec mon gynécologue dans l'été et j'ai attaqué les démarches à l'automne du coup de mes 35 ans. Ok, je te rejoins assez là-dessus. Moi, donc c'est à 34 ans que j'ai commencé à réfléchir à tout ça et à me renseigner. Et c'est vrai que je sortais d'une rupture et je me suis dit, bon, là, on redémarre à zéro. On sait que l'horloge biologique, voilà, les femmes, on va avoir de plus en plus de mal à enfanter plus le temps passe. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion, effectivement, de conserver les ovocytes pour pouvoir les réutiliser plus tard parce que moi non plus, je voyais pas ma vie sans enfant. Et c'est vrai qu'il y a la question du don qui vient derrière où tu te dis, si je n'ai pas à les utiliser ou qu'il en reste, je peux aussi les donner à des personnes qui en ont besoin. Et à côté de ça, je vais pas te mentir, c'est quelque chose qui m'effraie aussi de me dire, en fait, il y a quand même une part de toi qui va être quelque part et aussi que peut-être qu'un jour, tes propres enfants seront amenés à rencontrer ces enfants-là et peut-être consanguinité ou pas, peut-être que je regarde trop de films, mais ils se sont bousculés plusieurs questions dans ma tête et il y avait vraiment ce paradoxe entre la culpabilité parce qu'on a envie d'aider ces femmes qui en ont besoin et un peu ces questionnements de oui, mais et après? Alors actuellement, en plus, là, c'est en train de changer en plus sur l'anonymat. Je ne sais pas si tu as pu te renseigner, mais du coup, ils veulent enlever l'anonymat, donc ça devient compliqué même pour avoir des dons de sperme parce que du coup, ils ouvrent toutes les boîtes de sperme avec les noms, tout ça pour le donneur. Donc pour la femme, ça sera la même chose. Donc du coup, c'est vrai que pour les femmes et les hommes qui ont fait ces dons, ça peut être compliqué derrière, du coup, par rapport à ça, quoi. Ouais, donc plein de questionnements qui se chamboulent, en fait. On se dit, voilà, c'est pas juste, je vais faire la procédure, tiens, je vais garder mes ovocytes, puis on verra bien. Non, il y a quand même pas mal de choses qui se bousculent dans la tête. On sait plus trop quoi penser. Les émotions sont chamboulées, sans parler des hormones. Surtout les hormones. Etc. Et du coup, pour commencer et entamer cette fameuse procédure, quelles sont les étapes que tu as suivies? J'étais chez mon gynécologue, je lui en parle. Lui, en plus, il était spécialiste des problèmes de fertilité, des stérilités, tout ça. Donc, il m'a de suite prescrit en fait un bilan sanguin pour le taux d'AMH, que je ne connaissais pas. Par contre, pour le coup, je ne savais pas que dans la procédure, c'était la réserve ovarienne. C'était un chiffre qui pouvait détailler un petit peu où on en était en tant que femme dans la réserve ovarienne. Et il m'a dit, sur l'hôpital du CHU de Montpellier, qu'ils étaient très bien, que les délais pouvaient être un petit peu longs, de prendre un rendez-vous pour faire l'échographie, et d'anticiper avec ma prise de sang et d'arriver du coup avec la prise de sang, l'échographie et voir ce qu'il en était au niveau de mon dossier. Donc, dans l'été, j'ai fait ma prise de sang. J'ai vu mon taux qui n'était pas très, très haut. J'ai pris mon rendez-vous, du coup, avec le CHU de Montpellier pour pouvoir avoir un rendez-vous pour faire l'échographie. Et avec donc mon résultat d'AMH et mon échographie, j'ai vu une interne là-bas qui m'a appris en entretien, je ne sais plus combien de temps après, et qui m'a, en gros, dit que ma procédure ne se ferait pas à Montpellier, vu les délais qui sont longs et le fait que le nombre de follicules est très limité, plus le fait est que mon taux d'AMH était à 0,58, il me semble, qui est très bien inférieur à mon âge de 35 ans à l'époque. On était plutôt sur une dame de 42 ans. Donc, du coup, ils m'ont dit, si vous voulez vraiment faire la procédure, allez plutôt sur Nîmes pour la faire, parce que les délais seront moins longs que nous et vous pourrez être prise au bloc plus rapidement. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un rendez-vous sur Nîmes. D'accord. Et du coup, alors, quand on te lance cette information qu'en fait, effectivement, t'as moins de follicules que ce qu'il faudrait, entre guillemets, à ton âge, et tu le vis comment, cette information? Est-ce que, déjà, la manière dont elle t'a été adressée, c'était bienveillant? Comment c'était très bienveillant, parce qu'elle m'oriente justement en me disant, en gros, nous, de notre côté, ça va être trop long, vu que le temps est un peu pressé, à aller plutôt sur Nîmes, parce qu'on aimerait pour vous, justement, qu'il y ait ce qu'il faut pour vous, pour que ça fonctionne. Donc, oui, il restait encourageant quand même, malgré le fait qu'il y ait peut-être moins de follicules, il restait encourageant sur le résultat. Donc, j'ai pris rendez-vous au mois de février sur le CHU de Nîmes.
Je suis allée au même. Moi aussi, c'était Nîmes. Et puis tout s'est enchaîné The place to be. derrière avec un mois après, du coup, par rapport au cycle, les dates du cycle, d'attaquer le traitement. Je me permets de rebondir par rapport à ce que moi, j'ai vécu aussi sur le lancement de la procédure. Parce que donc, effectivement, moi, j'ai commencé par aussi la prise de sang et l'échographie. J'ai énormément de chance parce que c'était relativement positif. Le comptage des follicules s'est super bien passé, etc. Et je dépends également donc de l'hôpital de Nîmes parce qu'à Avignon, les seuls espaces PMA sont seulement pour les personnes avec des problématiques de stérilité ou d'infertilité. Et pour que ce soit sociétal et seulement de la conservation d'ovocytes, il fallait que j'aille jusqu'à Nîmes. Et en fait, en première étape, quand je fais rendez-vous avec les sages-femmes et médecins de Nîmes, on me donne un document pour poser une ALD, affection longue durée, qui me permettra d'avoir une prise en charge de 100% de la procédure, en dehors bien sûr du montant qu'on paye pour la conservation chaque année, qui est aux alentours de 40 euros, d'une quarantaine d'euros. Je ne sais plus le montant, je sais qu'il y avait quelque chose à... Ça dépend un peu. Et donc, ok, c'est de l'administratif, moi je fais ça, les doigts dans le nez, je travaille dans l'admin, tout ce que tu veux. Et en fait, je me retrouve bloquée parce que on me demande... donc Nîmes me donne un document à donner à la sécurité sociale, que je donne à la sécurité sociale. Ils ne reçoivent jamais le troisième papier qui est le protocole signé. Donc tant qu'ils n'ont pas ce papier, moi je ne peux pas entamer la procédure. Du coup, je me retrouve bloquée. J'appelle la sécurité sociale une fois, on me dit bah non, et c'est l'hôpital de Nîmes. J'appelle l'hôpital de Nîmes, on me dit bah non, c'est la sécurité sociale. Je rappelle la sécurité sociale, ah bah il faut faire appel au médecin, mais il est en vacances. Je rappelle la sécurité sociale, le médecin me répond mais non, normalement c'est l'hôpital qui s'en charge, ça arrive tout le temps, blablabla. Bla, bla. Donc toi, t'as même pas commencé ta procédure qui de base est un peu anxiogène, qu'on te prend déjà la tête avec des histoires de papier. Franchement, t'es à deux doigts d'abandonner, quoi, vraiment. Moi, pour le coup, j'ai pas eu cette difficulté. Pourtant, on était sur la même structure. Oui. Mais tout s'est goupillé avec, du coup, le prescripteur qui a fait la demande. Et en l'espace de quelques temps, même pas... ça a été rapide. Hein. Mais oui, j'ai incroyable. Eu mon affection longue durée au 100% sans difficulté, quoi. Et oui, je me dis, est-ce que j'ai pas eu de chance? Est-ce que aussi parce que je dépends de la sécurité sociale du Vaucluse et toi peut-être d'un autre département? Je sais pas, mais en tout cas, ça commence... vraiment de manière un peu complexe. Donc ouais, déjà, juste sur cette étape-là, je commence à perdre patience et finalement, je vais jusqu'au bout et je réussis enfin à débloquer la procédure et à pouvoir poser une date, effectivement, pour une éventuelle ponction, sachant que là, tu allais y venir, je pense. Il va falloir qu'on calcule les cycles et pas les cycles, etc. etc. C'est ça. Du coup, au niveau du cycle, moi, je crois que j'ai commencé au mois de... avril, il me semble, par le comprimé de Provamès à prendre. La facilité, c'était que du coup, les protocoles, pas que je les connaissais par cœur, mais quand l'infirmière, du coup, là-bas me l'a expliqué, ça a été assez facile pour moi. Et au niveau du soin, ça a été assez facile pour moi aussi, dans le sens où j'ai fait mes propres soins. Donc, elle m'indiquait, on avait des appels pour me dire quand c'est qu'on devait arrêter, donc du coup, et attaquer les injections, faire les rendez-vous derrière, les prises de sang, tout ça. Donc, elle m'appelait et les soins étaient faits pas dans la minute, mais en fait, dans la journée, je planifiais mes propres soins pour pouvoir me faire du coup mes examens, mes prises de sang tout au moins. Ouais, c'est hyper pratique en fait d'être infirmière soi-même. Et j'ai juste les échographies du coup que j'allais faire en cabinet. Oui. Et comme la clinique de Saint-Roch à Montpellier est en lien, en fait, le médecin qui travaillait sur le CHU de Nîmes travaillait aussi à la clinique Saint-Roch de Montpellier, me permettant d'aller pouvoir faire mes échographies là-bas sur la clinique Saint-Roch. Donc ça a été, au niveau logistique, j'ai fait quand même ma PMA, tout le processus des soins sur Montpellier, pour moi. En vrai, moi j'ai un peu honte de le dire, mais des fois je comprenais rien en fait à ce qui m'arrivait parce qu'on me parlait du cycle, etc. Et je me disais, mais putain, j'aurais dû suivre un peu plus pendant les cours de biologie parce que franchement, on me disait, ouais, vous êtes à J combien? Et donc du coup, moi, mon cerveau se disait, J combien? Donc ça doit être par rapport aux règles, donc le dernier jour de mes règles, non pas du tout. Donc on calcule depuis le premier jour de ces règles jusqu'au jour où on te pose la question à combien de jours on en est. Mais moi sur le moment, je comprends pas. Vous êtes à J combien? Je sais pas.
quand étaient vos dernières règles. Donc là, je sors l'application, mais heureusement que je note sur l'appli, parce que pareil, moi, avant ça, je sais pas, je me rappelais pas quand étaient mes règles. Et oui, non, mais c'est sûr. Hein. Donc, quand on n'est pas dedans, hein, moi je le dis, hein, c'est pas évident comme procédure. Hein. Ah ouais. Et on est parasité par tout ce qu'on connaît pas, tout ce qui arrive, on le prend comme on le prend, mais c'est pas évident à comprendre, quoi. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois en plus, parce qu'il y a eu donc on m'a demandé ça au premier monitoring, on m'a demandé ça à la prise de sang, et entre une fois et l'autre, j'ai encore oublié ce que ça voulait dire. Je me disais, mince, c'était lequel déjà? C'était premier jour ou dernier jour de règle? Mon cerveau s'embrouillait encore. Par contre, tu as parlé de monitoring? Oui. Dans quel but? En fait, on faisait avec l'hôpital de Nîmes un monitoring pour suivre l'état de mes follicules. Ils appellent ça, enfin en tout cas moi, ils m'ont appelé ça monitoring. C'était les échos? Ouais. À la prise de sang, d'accord. C'était les échos. Ils appellent ça monitoring. Ok, ouais. D'accord. Bah écoute, moi aussi j'étais étonnée, mais c'est comme pour la PMA. Pour moi, le monitoring, c'est juste les femmes enceintes. En fait, ça aussi, parce qu'en fait, c'est un suivi régulier de l'état de tes follicules avant la ponction. Enfin, bref, tout est complexe. Sachant que donc, quand je fais mon premier rendez-vous à Nîmes et qui m'explique les dates, etc. Elle me montre un document avec la séparation des dates, qu'est-ce qui correspond à quoi. Pendant le jour 16, il y aura ci, jour 25, il y aura ça. Je comprenais rien. Je faisais que dire oui de la tête. Je me disais, écoutez, de toute façon, vous m'appelez pour me dire ce que je dois prendre quand je dois le prendre. Bon, bah voilà. Je me prends pas la tête, je prendrai ce qu'il faut que je prenne quand on me le dira. Et puis, on m'a donné aussi des petites... un QR code pour avoir des vidéos tutos pour les injections, etc. Parce que du coup, je suis pas infirmière, mais j'ai fait tout toute seule aussi. Parce que, alors c'est peut-être bête de ma part, mais je me suis dit, j'ai pas envie d'appeler une infirmière pour une injection. Elle a peut-être plus important à faire et j'osais pas presque, tu vois. Mais c'est important aussi, hein. Il n'y a pas de degré d'importance. Ça reste du soin et quelque chose pour la personne qui est important dans le soin. Donc après, c'est par choix. C'est pas... oui, bien sûr, mais c'est vrai que je pense que j'aurais mieux fait d'avoir quelqu'un, franchement, parce que même pour un soutien psychologique à ce moment-là, parce que physiquement, faire la piqûre, c'était pas problématique, c'était pas si gênant que ça, mais moralement, quand t'es tout seul, tu sais, ça remue forcément les émotions et ce pourquoi tu t'as entamé ça au départ, en fait. Oui, et puis l'infirmière est capable de répondre aux questionnements qu'on peut avoir sur le domicile aussi. Parce que, mine de rien, comme on ne connaît rien, en final, en tant que patient, elle est là, elle connaît quoi. Elle peut un petit peu aiguiller aussi sur la procédure et sur le pourquoi, du comment on en est là. Bah, tout à fait. Moi, quand j'avais des questions... Du coup, première échographie que je fais à Nîmes, j'essaie de poser des questions aux sages-femmes et aux médecins qui me font l'échographie. Et c'est vrai qu'en fait... Toi, je sais pas si tu es déjà allée à Nîmes pour une des échographies ou si tu as fait directement à Montpellier. Que à Montpellier. Mais quand je suis arrivée, en fait, ça m'a un peu choquée parce que tu as plusieurs femmes qui attendent leur tour pour faire la prise de sang et l'échographie. Et tu arrives sans... Il faut en fait savoir après quelle personne tu es parce que c'est dans l'ordre d'arrivée par la porte, quoi. Et moi, quand je suis arrivée, j'ai vu personne avant moi. Donc, il y avait tout le monde assis. Je ne savais pas qui était avant moi. Et quand on t'appelle, c'est personne suivante. En fait, je trouvais ça un peu déshumanisant. Quand c'est la première fois que tu arrives, en plus, tu vois, ils sont pas très bons sur ça, parce que moi, j'ai eu du coup l'après-ponction avec un rendez-vous qu'on a en systématique après la ponction pour comptabiliser le nombre du coup d'ovocytes, où du coup, ils m'ont fait poireauter un long moment où du coup, je le voyais se défiler. Ouais, c'est un peu particulier. Je te jure, c'était fou parce qu'en plus, moi, vraiment, hein, je le dirai pas assez, j'ai cette chance d'avoir fait ça. C'est un luxe, c'est pour être bien dans ma tête, me dire je mets de côté. Il y a des femmes qui n'ont pas le choix, qui sont obligées de passer par là, des procédures lourdes parce qu'elles veulent avoir un enfant. Et en fait... je sais pas, t'as l'impression que c'est un numéro parmi un autre et je trouve que dans ces démarches-là, ça mérite peut-être plus d'humain, quoi. Ouais, ça reste l'hôpital. Oui, bien sûr. Court. Mais bon, c'est vrai que c'était assez marquant, d'autant plus que après ça, j'ai pas fait les allers-retours à chaque échographie comme tu peux t'en douter. Moi, j'ai fait mes échographies à Avignon et effectivement, le médecin d'Avignon les faxait à Nîmes. Et à Avignon, c'était pas forcément pareil. On était nombreuses, il y avait une file, mais par contre, on avait un numéro qui correspondait à notre file d'attente là où on a fait la prise de sang. Et du coup, on savait à qui était le tour et surtout, on nous appelait par nos noms et prénoms. Ouais.
Non, mais Oui, c'est dingue, mais à qui le tour, ou qui est la suivante, ou bien madame un tel, ça change beaucoup de choses dans l'expérience médicale. Et je pense que c'est important pour les professionnels d'essayer de s'en rappeler. Voilà. Donc toi, tu fais la procédure en une fois. En une fois. Donc du coup, au final, mes follicules se développent. Les injections se passent bien. Les cycles en fait se prolifèrent correctement. On n'a pas besoin d'attendre encore de faire une autre écho pour que ça se développe encore plus que ça. Et on me programme du coup une date de ponction sur Nîmes. Donc je m'organise avec ma famille pour pouvoir du coup m'amener le matin et venir me chercher pour le soir. Je m'organise plutôt en mode femme seule qui est indépendante et qui s'en sort bien. Donc du coup, j'arrive le matin. J'ai de la chance de connaître du monde dans le milieu, donc je tombe sur un anesthésiste du coup un infirmier anesthésiste qui est un collègue d'une amie à moi. Bref, je suis en mode détente au bloc opératoire sans aucun souci. Je passe au bloc opératoire, on fait une anesthésie générale. Et puis, je sors du coup du bloc opératoire, je passe en salle de réveil. Salle de réveil très courte, donc, et on me remonte en chambre. On attend qu'on fasse son premier pipi, on dit que tout va bien et puis on nous laisse sortir et à retourner du coup en consultation pour nous faire un petit rapport de ce qu'il en est. Mmh. Est-ce que si on peut retourner en arrière, donc toi, tu avais pris le Provam, c'est ça ? Oui. Pendant quelques jours. Avant de commencer les injections. Mmh. Moi, je sais que j'ai fait du coup 2 procédures et sur la première, on m'a fait prendre du Provam et sur la deuxième, on m'a fait prendre une pilule en continu. Donc 0 Provam. J'ai pas trop compris. J'ai eu une grosse surprise, d'autant plus que j'avais arrêté la pilule depuis 2 ans quasiment et que j'avais pas du tout envie de la reprendre. J'avoue que en fait, je pense que ça dépend C'était sur le 2e cycle, certainement, que la pilule est arrivée. Oui. Et qu'ils ont peut-être changé les protocoles pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Il semblerait que par rapport aux dates, peut-être, etc. Après... En l'occurrence, on parlera du résultat plus tard. Mais effectivement, j'ai eu un meilleur résultat. Mais c'est vrai que sur le moment, quand on me dit écoutez, on va vous donner une pilule en continu, je me suis dit mince, c'est dommage. Après, ça reste des hormones, les deux restent des hormones. Oui, les deux restent des hormones, c'est vrai. Mais je pense que psychologiquement, on avait choisi d'arrêter ça parce que après, le Provam, forcément, je connaissais pas bien, donc ça... Ouais, ça reste des hormones, quoi qu'il en soit. Donc, c'est peut-être que l'autre est plus stimulant, en fait, que le Provam-S, ou je ne sais pas. Après, c'est vrai que chaque, en plus, prescripteur... C'est un peu au bon vouloir de chaque prescripteur pour pouvoir... Là, comme c'était le même hôpital, je me suis dit, ils ont dû changer la procédure entre 2 protocoles. Et c'est vrai que je voulais aussi te demander par rapport aux injections, est-ce que ça t'a procuré, toi, des effets secondaires ou pas du tout ? J'avais le ventre gonflé, beaucoup à cause des injections. Non, je n'ai pas fait particulièrement de bleu. Je n'étais quand même pas marquée au niveau du ventre, mis à part ce gonflement, en fait, que j'avais, même sur l'humeur. Parfois, on a des femmes qui, moi, je les vois à domicile un peu à cran, mais voilà, je pense qu'il y a une préparation aussi en amont à faire qu'elles n'avaient pas et du coup qu'elles n'étaient pas prêtes à tout ça, et plus les hormones qui se rajoutent par-dessus. Moi, mon expérience n'a pas été mauvaise, pour le coup. Au niveau des hormones, j'ai pas eu un ressenti à vouloir m'énerver pour un moindre truc, à pleurer parce que il y avait un truc triste à la télé. Non, pas du tout. Ouais, mais tant mieux, c'était normal. C'est juste, voilà, ce gonflement physique du ventre, comme si j'avais mes règles en continu, quoi. Oui. Ouais, je sais bien. Ouais, moi aussi, j'avais le ventre gonflé. Après, sur le premier protocole, honnêtement, j'ai pas senti de gros impacts. Ni même sur mon... tu vois, comme tu disais, moi, des fois, je suis à fleur de peau, même quand j'ai mes règles, etc. Là, ça m'a pas fait plus d'effet que ça sur la première... sur le premier protocole. Sur le deuxième, par contre, là, je commençais à avoir le ventre gonflé, les seins aussi qui commençaient à devenir durs et un peu douloureux. Et du coup, oui, c'était un peu plus marqué, mais sans être trop désagréable pour autant non plus. Donc, je trouve que j'ai quand même eu de la chance aussi, un peu comme toi, sur la réaction aux injections. Tu parlais aussi du jour de la ponction. Une fois que les injections sont passées, qu'on voit que ça a bien pris, qu'on fait le déclenchement, on nous donne le jour de la ponction. Et donc, moi aussi, je suis allée à l'hôpital le matin, je fais la ponction. Pareil, en fait, j'ai super bien vécu.
C'est-à-dire que l'équipe médicale était super sympa. Moi, c'était la première fois, c'était en octobre, donc il faisait un peu en novembre, pardon. Il faisait un peu frais, donc on m'a mis quelque chose qui chauffait là à côté de moi. Je me sentais hyper cool, quoi. C'était presque agréable en fait, tu vois, c'est fou. Et quand ça s'est terminé, moi, après je vais en salle de réveil et là en me réveillant, par contre, je commence à avoir des petites douleurs. Ouais, je me rappelle pas, non, j'ai pas d'ouïe moi. Ça tirait un petit peu, mais vu que mes règles sont déjà à la base douloureuses par rapport à ce que j'ai d'habitude, c'était pas tant douloureux que ça. Doliprane et un Spasfon et c'était reparti. Oui, non, mais c'est vrai que... Non, ça tirait un peu, mais rien à voir. Hein. Quand t'as l'habitude de supporter la douleur, après, ton niveau de... Donc, il évolue. Non, ça allait pour le retour en chambre, c'est bien passé. J'ai pas eu besoin, par rapport à la copine à côté, de me shooter des médicaments. Ah mince. Ah oui. Bah, oui. Après, moi, j'ai eu aussi, en tout cas sur la première ponction, j'ai eu aussi une chute de tension. Enfin, je me suis sentie vraiment très mal en ressortant. En mangeant un morceau, ça allait mieux, mais bon, après ça, c'est le jeu. C'est la dame à côté. C'était toi, en fait. J'étais la dame à côté. J'étais la dame fragile à côté, c'était moi. Et oui. Et après, donc, du coup, tu disais que tu étais descendue à ce moment-là. Enfin, après, une fois, du coup, réveil. Que tout le réveil, on remonte en chambre, on vérifie nos constantes, on nous donne bien comme indication d'aller aux toilettes. Et une fois qu'on est allé aux toilettes, de bien le dire, parce que les produits anesthésiants peuvent être, du coup, des choses qui peuvent bloquer la vessie également. Donc, du coup, faire une rétention urinaire. Donc, à partir de là, c'est le top départ, en fait, pour dire que tout va bien et qu'on peut rentrer à la maison avec l'étape obligatoire de passer par le bureau, du coup, pour vérifier que le décompte. Et du coup, je suis restée un long moment dans cette salle d'attente où on a fini par m'appeler pour aller faire une prise de sang. Je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah ouais. Donc, je suis passée pour faire la prise de sang. Je lui ai posé la question. L'infirmière n'a pas vraiment su me répondre. Moi, je faisais cette prise de sang, mais j'ai pas été... Enfin, voilà, je suis du milieu, je suis pas bête. C'est que, du coup, il y avait quelque chose qui avait pas été correct, je pense, lors du prélèvement. Entre-temps, ma mère est arrivée pour venir me chercher, d'ailleurs. Et on m'a finalement appelé, la gynécologue avait fini ses ponctions, enfin, ses prélèvements au bloc opératoire. Une dame très sympathique que je n'avais jamais vue comme gynécologue, mais du coup, qui m'a pris pour me faire le point et qui m'a du coup appris que sur le prélèvement, il y avait effectivement des follicules, mais que tous les follicules étaient vides et que je n'avais 0 ovocyte. Merci, au revoir. Ah ouais, non, voilà. Donc je suis rentrée un peu dépitée en pleurs dans la voiture. Heureusement que c'était pas moi finalement qui prenais le volant, qui nous ont demandé de venir me chercher. Donc du coup, direction la case départ avec une bonne déprime pendant une semaine, je pense. Ouais. On t'a même pas vraiment expliqué comment c'est possible. Après, les résultats n'étaient pas bons de base, je le savais. Oui. Donc, je me suis fait une raison en me disant, pour digérer, parce qu'on ne peut pas s'enfoncer non plus, de se dire, on me l'avait dit de base, au final, on va peut-être trouver des solutions. Donc, ils avaient quand même prévu qu'on se revoie pour discuter de ces solutions-là. De me refaire... et non, ils m'avaient refait du coup la prise de sang à ce moment-là, c'était pour revérifier le taux d'AMH au final. Et pour être revu après en consultation avec le gynéco que j'avais eu à la base. Mais c'était 3 semaines après, 1 mois après, je pense. Et à ce moment-là, on t'explique en fait que ça sert à rien de réessayer, que c'est juste pas possible. Quand je retourne du coup voir le gynécologue, il me dit on peut retenter, il n'y a pas de souci. Si vraiment vous désirez retenter, il n'y a aucun problème. Mais le résultat sera le même. Donc, d'après mon expérience, en tout cas, en tant que gynécologue, de en fait refaire des ponctions à nouveau, je ne suis pas sûre d'avoir un résultat, même si on change le protocole, d'avoir un résultat. Donc, c'est à vous de voir, Madame Morizet. Mais voilà, moi, de Est-ce ce que le jeu en vaut la chandelle ? Lui, il me conseillait de ne pas le faire, mais c'était mon propre choix de moi de décider oui ou non. En tant que patient, on a le libre choix de continuer ou pas les soins, de savoir si je le faisais ou pas. Et j'ai été claire avec lui, je lui ai dit que non, moi non plus, je ne voulais pas m'injecter d'hormones pour avoir ce même résultat. Bien sûr. Que demain, si vraiment j'en avais envie, parce que l'option qu'il m'a proposée, sinon, c'était l'Espagne. Et que demain, voilà, je me lui ai dit, si demain j'en ai vraiment envie, je verrai pour aller en Espagne, pour refaire les protocoles en Espagne qui sont beaucoup plus dosés, je pense, beaucoup plus forts aussi, où voilà, on a un beau billet derrière, mais les résultats sont là parfois. Et, du coup, je me suis dit, le jour où je voudrais, je ferai ça. Ouais, mais je comprends tellement et je pense que j'aurais pu réagir de la même manière aussi. J'avais entendu parler aussi de l'Espagne. C'est une option qu'on garde en tête, on se dit, bon, c'est peut-être le dernier recours, mais pourquoi pas ?
Du coup, tu as eu cette semaine un peu de down parce qu'il fallait digérer l'information et tu as réussi quand même à passer au-dessus et tu arrives encore aujourd'hui à relativiser finalement. Oui, parce que je me dis que des fois, il y a des miracles dans la vie aussi. Clairement. En fait, ce qui était improbable aussi, je vais en parler ouvertement, c'est que j'avais eu 2 IVG avant de faire cette PMA. Donc, je sais qu'en soi, j'avais la possibilité, en tout cas, j'ai eu cette opportunité que les conditions n'étaient pas réunies pour pouvoir avoir cet enfant à cette époque-là, mais que je n'étais pas non plus sur un terrain complètement stérile, qu'il y avait quelque chose quand même qui travaillait. Donc, clairement, je savais que les chances étaient minimes, que les chances sont minimes encore aujourd'hui, mais j'y crois toujours. Mais t'as raison. Donc ça sera le miracle, mais ça existe. Il y a des mais femmes qui n'y arrivent pas, et puis d'un jour ou l'autre, ça va arriver. Donc, et puis, alors, de plus en plus, après peut-être parce que c'est l'ère des réseaux sociaux et qu'on le voit de plus en plus mis en avant, mais j'en vois de plus en plus effectivement qui s'étaient mis en tête que ce serait pas possible et qui finalement arrivent à procréer, et je trouve ça génial et magnifique. Et effectivement, il y a tout ce qui est médical, mais il y a aussi la vie, les surprises de la vie, et je suis d'accord avec toi, il faut garder espoir, rester positif, et puis il arrive de belles choses aux belles personnes aussi. Je sais de sources sûres, puisqu'on se connaît en fait, je l'ai pas dit au début, mais on se connaît, donc je sais de sources sûres que tu es une très belle personne. Depuis avant qu'on soit âgé. Disons, vrai. Oh là là. Voilà. Alors moi, je vais être obligée de parler un peu de moi et ma finalité aussi, puisqu'on a suivi nos expériences à toutes les deux. Mais déjà, moi, je veux parler de la convalescence post-ponction, parce que toi, tu as eu de la chance, et puis tu as aussi peut-être ce côté où tu supportes peut-être plus la douleur, etc. Moi, premier protocole, j'ai quelques douleurs après la ponction. Je me dis, ok, c'est bizarre. Puis là, je commence à saigner. Et on m'avait dit, s'il y a saignement, appelez-nous, etc. Donc, je panique un peu. Moi, je suis du genre à paniquer. Hein, Donc, je les appelle et ils me disent, non, c'est normal. Je dis, mais on m'a dit d'appeler, moi, s'il y a du sang. Non. Et encore 3 jours plus tard, je dis, mais je saigne encore. Elle me dit, mais c'est vos règles, madame. Je dis, mais c'était pas censé arriver. Oui, mais bon, tout a bouleversé tout. Des règles, forcément. Donc voilà. Et donc, du coup, qui dit règles, en tout cas dans ma vie à moi depuis mes 11 ans, ça dit douleur. Donc, j'ai mal, et j'ai mal plus que d'habitude, où j'ai déjà mal. J'arrive un jour à avoir une douleur tellement forte que je me dis, je vais aller à l'hôpital parce que je vais tomber dans les pommes tellement j'ai mal, quoi. Et en fait, c'est passé, tout est passé, mais sur le moment, je me suis dit, mince. Qu'est-ce que j'ai fait à mon corps ? Cycle suivant, tout allait bien. Toujours mes douleurs ordinaires de règles, mais pas la douleur suprême que j'ai ressentie post-ponction. Et à la 2e ponction, par contre, j'ai eu 1 semaine de grosses douleurs de ponction et 1 semaine de douleurs de règles. J'ai cumulé 2 semaines de douleurs, de fatigue, d'éreintement. C'est pour ça que c'est dur pour les femmes qui ont des difficultés à avoir des enfants, parce que ces injections, elles durent des mois, voire des années. Et c'est éprouvant pour ces femmes-là, sur le plan psychologique et sur le plan physique. Je compatis tellement. Il m'arrive de culpabiliser, de dire que j'ai eu mal, ceci, c'était compliqué, alors qu'en définitive, moi, je vais expliquer ce qu'il y a eu, mais j'ai un bon résultat, et je fais ça pour comme je disais, pour le luxe, quoi, de pouvoir me permettre d'avoir un enfant plus tard. Mais je me dis, si j'avais vraiment dû faire ça parce que je devais le faire. Et là, déjà, après la 2e fois, je me suis dit, je le referai pas. C'est pour te dire. Et pourtant, je pense que c'était pas non plus si pire ce que j'ai vécu comme douleur, et que c'était supportable. Mais j'avais déjà plus envie, j'avais déjà la fatigue mentale de pas vouloir le refaire. Mais parce que c'était sociétal et que rien ne m'imposait de le faire. J'étais pas obligée de le faire. Et je pense à ces femmes et je me dis, mais quelle force! Mais quelle force! Non, mais vraiment, c'est incroyable. Et ouais, mais les pauvres, elles sont tellement démunies face à l'envie d'avoir un enfant qu'elles se mettent de côté pour pouvoir aller jusqu'au bout de la procédure, et qu'un jour ça arrive aussi. C'est ça qui prend le relais dans la tête. Ouais. Non, mais bravo, vraiment, c'est une force mentale. Et voilà, c'est sûr, pas le choix. Si j'avais su, ou si je sais à un moment donné que c'est pas possible, pareil, j'aurais cette envie de me dire, tant pis, la souffrance, c'est tellement un rêve pour moi d'être maman, je vais prendre sur moi, quoi. Mais c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et donc, de fait, je vais en venir à mon résultat alors, parce que il y a quand même du positif qui est ressorti de tout ça. C'est que, donc, première ponction, on m'appelle en chambre de résultat, et à l'époque, j'avais beaucoup de follicules en comptage, et on m'a dit que sûrement une seule ponction suffirait. Donc j'arrive et on me dit, on en a ponctionné 17, dont 10 matures. Donc je me suis dit, mince, il y en a plusieurs qui sont passés à la trappe. Et de fait, ils m'ont dit, on vous conseille quand même une 2e ponction. À l'époque, j'hésite un peu parce que je me dis, en fait, 10, c'est déjà très bien. Puis c'est quand même éreintant, même si pour le coup, moi, c'était 2 semaines longues.
on va dire, en durée. Et psychologiquement, je m'étais dit, une fois, ça suffirait. Donc, sur le moment, j'étais pas sûre de vouloir le refaire. Puis après, je me suis dit, bon, attends, t'as fait ça pour une raison. Tu voulais mettre toutes les cartes de ton côté pour pouvoir avoir un enfant à un moment donné. Tes follicules, elles sont belles à ce moment-là, elles sont plus jeunes. Continue. Donc là, j'ai fait la deuxième. Et à la deuxième, on m'en a prélevé 12, je crois, dont 11 matures. En définitive, j'ai fini avec 21 ovocytes. Ouais, beau résultat. De côté, un très beau résultat. Pas besoin de refaire de ponction. Je suis ravie, je suis heureuse. Il y a une part de moi qui culpabilise d'être heureuse parce que je sais qu'il y en a qui attendent ça. Et il y a une part de moi qui se dit, il faut le dire aussi parce que quand ça marche, ça marche. Et puis, on a le droit d'en vouloir aussi et que ça se passe bien aussi. Non, et puis la science reste bien faite quand même. Ouais. Ça marche, le résultat, il est quand même tout à fait. Ça fonctionne, quoi. Il y a des fois où ça marche pas. Il y a des fois où ça marche, des fois où ça marche pas. C'est le jeu. C'est comme jeu. ça. Ouais, c'est le jeu. Et encore, moi, je garde encore en tête cette idée de pouvoir faire des dons aussi après. Oui. J'ai pas dit un non sur le don. Je me questionne et donc je veux réfléchir et vraiment à tête reposée pour ce sujet-là. Mais c'est aussi une éventualité de faire un don. Mais c'est beau de faire un don. Parce que les gens, vraiment, j'en ai envie, j'en ai très envie. Et je veux te remercier d'avoir témoigné, Marion. Ouais, avec parce qu'en plaisir, plus, t'as la joie de vivre, t'es souriante, t'es pétillante. Et du coup, on voit, tu vois, il y a eu une galère. C'était pas cool de la vivre. Mais la vie continue et t'es positive et t'es solaire et ça fait du bien. Mais heureusement. Ouais. Non, on s'enterre tous. Hein. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est bien. Après, tu vois, des fois, on s'en rend pas compte, mais il faut aussi de la force de caractère pour passer au-delà de certaines épreuves. Donc, faut rebondir. Exactement. Je te remercie vraiment beaucoup de m'avoir répondu aujourd'hui. De rien, cadeau. Je voulais parler de quelque chose qui m'a choquée aussi parce que je l'ai appris au même moment. C'est que pour les grossesses de plus de 35 ans, on parle de grossesse gériatrique. Je suis désolée, mais je trouve ce mot d'une violence absolue. Et quand j'ai entendu ça, mes poils se sont hérissés et je me suis dit, mais alors déjà qu'il y a beaucoup de femmes qui traversent des épreuves difficiles pour avoir des enfants, etc. Une fois qu'elles arrivent à être tombées enceintes, on leur dit, vous êtes en grossesse gériatrique. Non, mais c'est... Alors, c'est la réalité. Parce que comme tu l'as dit, à partir de 30 ans, au niveau la production, on va dans l'autre sens. Ceci dit, le terme reste violent parce qu'on n'est pas du 4e âge. C'est juste que la société a évolué aujourd'hui. Aujourd'hui, la société fait que les femmes travaillent, qu'elles n'ont plus leurs enfants à 20 ans quand elles sont en pleine fertilité, tout ce qui s'ensuit, et que malheureusement, ils se retrouvent aujourd'hui à annoncer ce mot de grossesse gériatrique parce il y en a beaucoup dans cette situation. Et c'est pour ça que du coup, ils annoncent ça, mais il faudrait qu'ils évoluent au niveau des termes. Voilà, je trouve ça dommage. Je me dis, en fait, moi, mon but, c'est pas de silencer le fait qu'effectivement, à partir d'un certain âge, les grossesses sont plus risquées. C'est un fait, c'est bien de le dire. Il faut sensibiliser. Et par pitié, choisissez vos mots. Les mots, ils ont une importance aujourd'hui. Donc déjà que il peut y avoir la violence de la vie. Donc si on peut épargner la violence des mots, c'est bien. Non, ce mot fait mal à beaucoup de femmes. C'est vrai. À cogiter, à réfléchir. S'il vous plaît, entendez-nous là-haut. Pitié, une petite nouvelle dénomination. Les médecins, les gynécos, arrêtez de le dire. Voilà, exactement. On va finir le podcast par une petite info du coup pour expliquer un petit peu les modalités de la procédure qu'on a faite. C'est possible donc de le faire entre 29 et 37 ans. La prise en charge est à 100% par la sécurité sociale, à l'exception d'une quarantaine d'euros qu'il faut payer une fois par an pour la congélation via les biologistes de ces fameux ovocytes ponctionnés. Ils sont conservés normalement jusqu'à notre 45e anniversaire. Moi, à l'époque, j'entends 45e anniversaire, je me dis, mais et après, qu'est-ce qui leur arrive à ces ovocytes ? Ce que je demandais aux biologistes qui me disaient, d'ici là, normalement, vous aurez déjà fait au moins à minima un bébé toute seule. Donc, je me suis dit, ah oui, tiens, j'avais pas pensé au bébé toute seule, pourquoi pas ? Et sinon, il y a l'option donc de faire soit un don à une autre femme, un don à la science, ou bien la destruction des ovocytes, qui peut être aussi très violent comme info. Voilà. Donc, je pense qu'on a donné pas mal d'infos aujourd'hui. J'espère que ça aura pu aider certaines personnes. Sachez que vous n'êtes pas seuls. Vous êtes fortes, mesdames. À bientôt. Merci d'avoir écouté ces témoignages. Et n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et recommander. Si vous souhaitez proposer un sujet ou témoigner d'un sujet que vous estimez sous-coté, contactez-moi sur le blog, Instagram ou sur etnoualorspodcast@gmail.com. Je compte sur vos encouragements. À bientôt. À la prochaine.